Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur comment implémenter le full service en cabinet comptable. Je vois que vous êtes en train d'arriver progressivement. Alors, je vais en profiter pour donner quelques règles de fonctionnement. Donc, il s'agit d'une table ronde. Donc, dans un premier temps, c'est nos invités qui vont surtout parler. Mais vos avis nous intéressent. Donc, vous avez le chat à votre disposition pour poser des questions au fur et à mesure. Et on a 1 heure ensemble. On va prendre à peu près 45 à 50 minutes maximum pour laisser parler et puis passer un peu à la moulinette nos 3 spécialistes. Et puis ensuite, on prendra vos questions au fur et à mesure. Donc, je vois que les personnes arrivent progressivement. Vous étiez 115 inscrits. On n'est qu'une petite vingtaine présents, mais j'imagine qu'il y a quelques retardataires qui finissent leur rendez-vous avant d'arriver. Puis de toute façon, tout le monde recevra le replay à la fin. Je vais débuter par faire une brève introduction et puis présenter nos 3 intervenants. Donc, le full service en cabinet, c'est compliqué. On ne va pas s'étendre beaucoup là-dessus. Si vous êtes présent sur ce webinaire, c'est que vous en êtes convaincu, mais que vous avez envie de progresser. Juste 2 chiffres. Toujours 75% du chiffre d'affaires des missions qui sont liées à tout ce qui est réglementaire. Et deuxième chiffre, dans les pays où la facture électronique a été implémentée, on constate une baisse d'au moins 30% du chiffre d'affaires sur les missions dites réglementaires. Donc, il y a un vrai intérêt à développer de nouvelles missions que là, on appelle le full service pour pouvoir pérenniser l'activité des activités, pour pérenniser l'emploi. Donc, pour parler de ça, j'ai invité 3 personnes que je remercie chaleureusement d'être présents. Éric Berberès, tout d'abord, expert comptable de son état. Il en fallait un pour parler des experts comptables. Donc, Éric, toi, tu as eu un cabinet pendant une quinzaine d'années. Tu as un profil assez entrepreneurial. Là, ça fait 6-7 ans que tu fais de la formation pour les experts comptables, pour les chefs de mission, pour les collaborateurs en cabinet. Et c'est quelque chose dans lequel tu as une vraie expertise que tu vas nous apporter tout à l'heure. Marc Levernois ensuite. Alors Marc, lui, c'est un expert, je regardais à nouveau ton profil, dans tout ce qu'on appelle BPO, les process d'externalisation. Donc c'est quelqu'un qui a une grosse expertise sur tous les métiers du service et qui, pour moi, fait déjà ce que les experts comptables pourraient faire et même devraient faire et vont devoir faire à l'avenir, entre autres. Donc, je suis très content de t'avoir avec nous, Marc, et puis tu pourras nous parler de ça. Et puis Arthur, écoute Arthur, tu es un petit peu le junior de l'équipe, mais néanmoins, tu as un pédigré et puis, qui est vraiment impressionnant. Tu as monté ta première boîte alors que tu étais encore étudiant, je crois, avec quelques compères que vous avez revendu, boîte qui était dans ce qu'on appelle le yield management dans l'hôtellerie, que vous avez revendu à Booking. Et puis, je ne sais pas, tu devais t'ennuyer. Et donc, avec ces mêmes compères et quelques autres, vous avez remonté une boîte Penny Lane, qui est donc un outil que tu veux tout en un, qui réconcilie à la fois la finance, la comptabilité, puis également une dimension bancaire. Donc, tu pourras nous parler de ça. Et alors, je suis un peu déçu, Arthur, parce que je pense que tu es connu comme l'homme à la marinière. Mais là, Désolé. aujourd'hui, il n'y a pas de marinière. Il fait un peu frais à Paris ces jours-ci. D'accord. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on va aborder 3 sujets. Premièrement, la digitalisation, ensuite la formation, et puis enfin, le service. Alors, Arthur, c'est toi qui vas passer sur le grill en premier lieu, parce qu'on va parler de digitalisation. Et alors, il y a tout un tas d'outils qui gravitent autour des cabinets. Et il y en a un que Stéphane Reynaud appelle le cœur du réacteur. J'aime beaucoup cette expression. C'est l'outil de production comptable. Et j'ai envie si on simplifie l'outil de production comptable, pour un néophyte, ça sert à quoi? Ça sert à sortir les liasses et le bilan. Alors, il y en a certains dont les cheveux se hérissent lorsque je dis ça. Mais si je simplifie, c'est un peu ça, quoi. Et pour que cet outil soit complet et opérationnel, il faut qu'il y ait une bonne productivité, il faut qu'il soit complet, il faut qu'il optimise le temps de travail des collaborateurs. Mais on pourrait considérer que ça concerne juste le cabinet
et que ça a finalement assez peu de rapport avec le développement des nouvelles missions. En tout cas, c'est un regard qu'on peut porter dessus et qui est assez courant. Et je voulais te poser la question suivante, c'est est-ce que tu penses qu'il y a un impact de cet outil de production sur la capacité du cabinet à sortir des missions réglementaires? Et si c'est le cas, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, déjà, merci beaucoup encore une fois, Stéphane, pour l'invitation et pour toute l'organisation. Effectivement, je te confirme que je pense que l'outil de prod a une grande importance, un grand rôle à jouer pour toute la partie conseil derrière. Sinon, j'aurais des petits problèmes. Ce serait un peu dommage pour moi. Tout simplement pourquoi? Alors, effectivement, nous, quand on s'est attaqué à ce marché-là, ce qu'on s'est dit, c'est effectivement ce qui intéresse les experts comptables d'un côté, c'est comme tu le dis, le gain de productivité et puis pouvoir proposer de nouvelles missions. Ce qui intéresse les clients de l'autre, ça va être de eux gagner du temps sur leur gestion financière au quotidien. On sait tous que la plupart des TPE, elles veulent surtout pas faire de compta, elles veulent gérer leurs finances et puis elles veulent déléguer la partie comptable à leur expert comptable. Là où les PME, pour certaines, internalisent la compta ou un cabinet uniquement en révision. Nous, notre première réflexion, ça a été de se dire, si on fait que reconstruire un outil de prod comptable tel qu'il en existe déjà beaucoup, en version moderne, cloud, je ne sais quoi, en vrai, alors déjà, d'une part, le gain de productivité pour le cabinet, il ne sera pas évident. Parce que les outils comptables existants, ils ont beau être vieillissants, ils ont beau peut-être ne pas être cloud, etc. Ils sont extrêmement complets. Les experts comptables les ont optimisés jusque dans le dernier recoin. Et donc, si je prends juste Quadra et que j'essaie de reconstruire Quadra en version cloud, je doute honnêtement qu'un expert comptable gagne en productivité. Ça, c'est mon point de départ. Et donc, je me suis creusé la tête en me demandant qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir réellement faire gagner en productivité un expert comptable versus un Quadra ou autre. Et je me suis rattaché à mes entretiens avec les clients des experts comptables, les entrepreneurs, et j'ai regardé ce qui se faisait aussi à l'étranger. Et ce que j'ai vu, c'est que notamment dans le monde anglo-saxon, certains acteurs, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à ramener sur une seule et même plateforme l'expert comptable et son client. Donc, que le client il fasse sa gestion financière au même endroit où l'expert comptable fasse la production comptable. Et moi, je suis assez profondément convaincu que d'une part, c'est comme ça que tu amènes du vrai gain de productivité, parce qu'il y a encore énormément de temps passé par l'expert comptable à aller, entre guillemets, chercher les données, que ce soit la chasse aux factures, que ce soit la chasse aux flux, et la digitalisation, elle fait que même des business qui avant étaient relativement simples en termes de flux, maintenant deviennent complexes. Je prends le resto. Le resto, il y a 5-10 ans, il suffisait que j'aille prendre son Z de caisse et puis c'était bon, quoi. Je faisais ça une fois par mois. Maintenant, ce même resto, il faut que j'aille récupérer ses commissions Uber Eats, ses commissions Deliveroo. Et donc, en fait, le digital, paradoxalement, complexifie la vie parce qu'il multiplie le nombre de flux. Et donc, moi, je suis intimement convaincu que l'outil de prod, en fait, demain, ou même dès aujourd'hui, ce n'est pas qu'un outil de prod, c'est ce que nous, on appelle l'operating system financier de la boîte. Ça doit être la source de vérité financière et comptable unique de la société. Un peu, si tu regardes les grosses boîtes, elles ont déjà résolu ce problème que j'ai décrit en s'équipant de ce qu'on appelle un ERP. Donc, un ERP, c'est les outils que vous connaissez peut-être, c'est SAP, c'est NetSuite, etc. Et en fait, quand tu es une TPE, bien sûr, tu n'as pas du tout les moyens de t'équiper d'un ERP comme ça. Et donc, ce que nous, on essaie de faire, c'est de démocratiser, on va dire, en quelque sorte, l'ERP pour les petites boîtes, en s'adaptant en plus à la spécificité des petites boîtes, qui est que la compta, elles ne la font pas elles-mêmes. Elles délèguent ça à leur expert comptable et qu'elles sont demandeuses de conseils de la part de leur expert comptable. Donc, si j'essaie de résumer ma position, je pense que si tu arrives à ramener l'entreprise en lui donnant un outil de gestion et que tu la ramènes, entre guillemets, dans ton écosystème à toi, cabinet, le premier gain, c'est que tu vas arrêter de courir derrière les données et que tu vas avoir en permanence accès à la donnée de ton client en temps réel. Pourquoi ça, c'est important ? C'est important parce que d'une part, ça va te faire gagner du temps de productivité et donc ça va te libérer du temps pour faire plus de conseils. Mais surtout, et c'est peut-être le plus important,
si tu veux donner du conseil, il faut bien que tu aies de la donnée. Et de la donnée fraîche quasi temps réel, parce que si tu donnes à ton client du conseil sur la donnée d'il y a un mois, il va te dire bah, merci, tu es gentil, mais moi, c'est déjà dépassé, entre guillemets, c'est déjà trop tard, quoi. Et donc, pour moi, c'est ça vraiment la clé, c'est faire en sorte que l'expert comptable, il ait en permanence la donnée fraîche de son client pour pouvoir lui donner le bon conseil au bon moment. Et il n'y a pas d'autre moyen, selon moi, d'avoir en permanence la donnée fraîche de ton client que de… Tu vas pas pouvoir le forcer, ton client. Ton client, si tu lui dis « donne-moi tout le temps tes factures en temps réel », honnêtement, on sait tous, il ne va pas jouer le jeu. Il va t'amener sa boîte à chaussures, qu'elle soit digitale ou physique, une fois à la fin du mois. Et donc, toi, tu vas devoir attendre la fin du mois pour avoir ces données. Ça va te prendre du temps de la processer. Et donc, tu seras en retard dans ton conseil. Là où, pour moi, l'enjeu, c'est d'équiper ton client d'un outil où lui-même, il trouve de la valeur à y faire sa gestion. Parce que lui-même, il gagne du temps et qui va typiquement, je sais pas moi, payer ses factures plus facilement, avoir son budget qui se met à jour en temps réel, etc. Et donc, si tu lui donnes, lui, une carotte, en fait, là, alors, il va jouer le jeu. Et du coup, toi, tu vas avoir plein de bénéfices, à la fois du gain de productivité et aussi de la donnée fraîche pour pouvoir donner le bon conseil. Donc, pour moi, l'outil de prod, si un cabinet pense encore que l'outil de prod, c'est entre guillemets juste pour sortir des liasses, je pense qu'il ne comprend pas le business model du cabinet de demain et que tout l'enjeu, c'est qui a accès à la donnée. Et si ce n'est pas le cabinet qui équipe entre guillemets son client, notamment en plus avec la facture électronique qui va accélérer la transition digitale des entreprises, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. C'est un éditeur qui n'est pas un éditeur de la profession qui va équiper votre client. Ça va être une néobanque type Conto ou autre. Et le problème, c'est que les éditeurs tiers, ils n'ont pas forcément leurs intérêts alignés avec ceux des experts comptables. Okay. Et les éditeurs tiers, ils vont pas donner les bonnes API. Et donc, en fait, l'expert comptable se retrouvera toujours à courir derrière la donnée et donc à pas pouvoir donner le bon conseil, quoi. Donc, c'est pour ça, pour moi, que l'outil de prod est bien plus qu'un outil de prod. C'est cette source de vérité financière unique, comptable, de l'entreprise qui permet à l'expert comptable de donner du conseil. Et je finis peut-être juste là-dessus. Avec la facture électronique, on le sait tous, c'est un des gros avantages de la facture électronique, c'est que ça va pouvoir donner de la donnée encore plus structurée et plus fiable que ce qu'on avait jusque-là. Parce que quand on va vouloir donner du conseil, on va souvent vouloir quand même comparer une entreprise, benchmarker une entreprise avec ses pairs. Un des problèmes qu'on a aujourd'hui dans les outils de prod, c'est que la donnée qu'on y trouve dans un cabinet, on va dire ancien, la donnée, elle est pas propre, elle n'est pas structurée. Dans un dossier, on l'appelle 401 EDF, dans l'autre dossier, on l'appelle 401 ABC. Et donc, malheureusement, dès que je vais vouloir commencer à comparer, et là, je parle juste d'un compte fournisseur, mais dès que je vais vouloir commencer à comparer ton coût d'achat unitaire au mégawattheure ou je ne sais quoi, en fait, tu n'as pas de données structurées. Et donc, avec la facture électronique, ça va être non seulement une source de données financières comptables unique, mais surtout une source de données financières comptables structurée qui va te permettre de faire des benchmarks propres entre tes clients, d'un secteur à l'autre, etc. Je m'arrête là, j'ai déjà beaucoup parlé. D'accord, merci Arthur. Tu as un peu anticipé sur la deuxième question que je voulais te poser, que je vais te poser. C'est sur le choix, on va dire, des outils, mais côté client cette fois-ci, les outils de gestion. Pour toi, parce qu'il y a un peu toutes les politiques, est-ce qu'il vaut mieux laisser le client choisir les outils, parce que finalement, c'est lui qui connaît le mieux ses besoins, ou alors est-ce que tu préconises d'être plutôt proactif, voire même directif? Je connais certains cabinets qui disent « Non, mais si nous, on travaille ensemble, tu travailles, c'est cette solution, ce n'est pas une autre. » Toi, quelle est ta position par rapport à ça? Et Eric et Marc, n'hésitez pas à intervenir également, à compléter les propos d'Arthur, voire à le challenger. Et ouais, parce que je pense attention, si tu nous sollicites, ça va y aller. Juste pour compléter, parce que du coup, tu me proposes de le faire, j'ai bien aimé la remarque d'Arthur sur la chasse à la donnée au sens large. Alors moi, je vais plus loin, en plus, ça commence par la même lettre, c'est la chasse aux valeurs. Moi, ça fait 25 ans que je suis en cabinet. Je pense qu'aujourd'hui même, avec les outils et le niveau d'automatisation, c'est un sujet. Pourquoi c'est un sujet? Parce qu'en fait, c'est comme en cybercriminalité, le problème, il est entre l'écran et la chaise. Et en fait, c'est le dirigeant au collab. Et donc, c'est en fait un problème de structuration et d'organisation.
Ce que dit Arthur en substance, et c'est un peu le Graal pour les cabinets d'expertise comptable, c'est qu'on a une solution, et c'est peut-être la facturation électronique qui va nous y amener, très certainement, même pour moi, c'est qu'on a une solution d'automatisation et d'imputation à la source. Voilà. Qu'on a un échange de données et de flux qui soit dans des formats, comme l'expliquait Arthur, codifiés et réglementés, qui fassent qu'ensuite, les éditeurs vont pouvoir, un petit peu comme en open source, venir travailler dessus, taper et l'imputer où il faut. Quand ça sera fait, on n'y est pas encore, ça sera juste dans la mission traditionnelle que tu évoquais, Stéphane, la réalité d'un abaissement du temps passé en cabinet drastique. Et donc, c'est la marche première. Pour revenir au titre que tu as choisi pour ce séminaire et ce webinaire plutôt. C'est la première marche nécessaire pour aller vers le full service. Deuxième remarque pour compléter simplement. La problématique de l'outil est essentielle et stratégique, mais n'oublions pas qu'il y a un dirigeant. Et la manière dont on va, justement, et Arthur va s'exprimer là-dessus, mais la manière dont on va mettre entre les mains le manche à balai de son tableau de bord de suivi de gestion, de sa compta et donc de son organisation, va évidemment être impactant. Plus la solution proposée est ouverte, plus elle sera pratique pour certains types de dirigeants. Plus elle sera fermée, plus elle sera pratique pour certains types de dirigeants. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, un outil informatique est un outil. Un petit peu comme une masse ou un marteau sont des outils pas destinés à faire les mêmes choses. Eh bien, on a des dirigeants qui ne vont pas accepter, je dirais, de travailler dans des contextes environnementaux, ergonomiques, facilitateurs ou pas, ou auront des attentes particulières. Et c'est en ce sens que c'est très important d'avoir une stratégie sur la donnée qui soit forte. Et Arthur l'évoquait, et je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que Pennylen a pris un positionnement que moi, personnellement, je trouve unique sur le marché, avec des contreparties pas forcément simples en termes de déploiement, parce que justement, il y a un dirigeant, mais typiquement de se dire, voilà, il y a un pilotage qui permet un travail en binôme, d'un côté avec un effet miroir, le cabinet d'expertise comptable, et de l'autre, le dirigeant. Et ça, c'est un positionnement qui a le mérite de pouvoir dire à un moment donné, la donnée, elle est entre les deux, et puis elle va être utilisée et utilisable de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible. Alors, du coup, Arthur, vu que c'était ta question, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta position sur le sujet? Ouais. Alors, moi, je pense que quand c'est possible, le cabinet doit être directif. Et je pense que si le cabinet n'est pas directif, en tout cas, si le cabinet ne fait rien, ne propose rien, c'est sûr que quelqu'un d'autre va venir chercher son client. Et on sait que les copains type Conto, etc., ils ont des millions et des millions à mettre en marketing, en AdWords, en pub sur les bus, etc. Donc, si le cabinet ne va pas chercher son client, c'est un échec. Moi, tu sais, sur mon site Pennylen, en tant qu'entreprise, tu peux encore t'inscrire en direct. C'est un tout petit peu. Je fais juste ça parce que moi, ça me permet de rentrer en contact avec son expert comptable. Voilà. Mais pour moi, toute entreprise qui vient toute seule chez moi, et 90% des entreprises qui viennent toutes seules chez moi, elles ont un expert comptable. Pour moi, c'est un échec de leur cabinet, quoi. Si elles viennent chez moi et que ce n'est pas le cabinet qui les amène chez moi, c'est que le cabinet, il a raté un truc, quoi. Donc, ça, c'est le premier point. Et encore une fois, je répète, mais je ne m'acharne pas sur Conto, mais c'est un exemple. Mais tout éditeur qui n'est pas un éditeur de la profession, il va toujours prioriser, et c'est normal, il va toujours prioriser les demandes de celui qui le paye. Et donc, si je prends Conto, par exemple, récemment, ils ont lancé un module indemnité kilométrique. Ils vont d'abord lancer le module et ils ne vont pas lancer au début une API qui permet à l'expert comptable de récupérer les ICA dans son outil de prod. C'est aussi simple que ça, parce que ce n'est pas leur priorité de faire plaisir à l'expert comptable. Leur priorité, c'est de faire plaisir à celui qui les paye à la fin du mois, qui est le dirigeant d'entreprise. Et donc, malheureusement, si ton client il commence à faire ses ICA dans Conto, qui est sûrement une super expérience utilisateur, demain, quand tu lui demanderas de changer, il ne voudra pas. Et malheureusement, il n'y a pas d'API. Donc, toi, tu vas aller te login à la main dans Conto, télécharger tes ICA, etc. Alors que si tu avais été directif et que ton client il avait fait ses ICA dans Pennylen, en fait, ce serait complètement automatisé en compta. Donc, quand c'est possible, être directif.
bien sûr, Pennylen ou n'importe quel autre outil ne sera jamais l'outil parfait pour tout le monde. On va pas se mentir. Et donc, c'est important de choisir un outil qui est tout en un et qui va convenir à 80% de tes clients dans leur usage, mais qui, par contre, a une architecture ouverte. Parce que le jour où tu as un client qui veut faire tout ou partie ailleurs, et il a forcément raison, hein. Je te prends un exemple, mais moi, Pennylen, je fais que la finance. Je ne fais pas du tout un ERP, je ne fais pas la gestion commerciale. Alors, tu as des gens qui vont dire, je veux un CRM et je veux faire ma facturation dans Pennylen. Ils vont, par exemple, prendre HubSpot et faire en CRM et faire leur facture dans Pennylen et c'est super bien branché. Par contre, tu as des gens qui vont dire, moi, j'ai envie d'avoir un outil tout en un de facturation et CRM. Par exemple, j'ai envie d'utiliser celle-ci qui fait super bien ça. Là, c'est important. Et moi, si je suis Pennylen, je ne vais pas dire au client, non, viens faire ta facturation dans Pennylen. Si tu as envie d'avoir un outil tout en un de facturation et CRM, moi, je ne sais pas faire. Tu as raison d'aller le faire dans celle-ci. Et là, par contre, c'est important que Pennylen soit branché à celle-ci en API pour que tes factures de vente, même si tu les fais ailleurs, elles remontent en temps réel de façon structurée dans Pennylen. Donc, c'est important d'avoir un outil tout en un. Et je continue de penser que la plupart des TPE, elles sont demandeuses d'un outil tout en un. Hein. Je ne veux pas croire que si tu ouvres un restaurant, tu as envie d'avoir 10 outils SaaS pour gérer tes finances. Ton job, ce n'est pas d'être DAF de ton restaurant. Ton job, c'est d'être restaurateur. Et plus tu peux avoir tout au même endroit, plus tu es content. Par contre, quand tu montes dans des boîtes, dans des secteurs un peu particuliers, je pense par exemple au bâtiment, je suis bien conscient que l'outil de facturation de Pennylen, même si maintenant on gère la compte, le solde, l'avancement, etc., tu as plein d'outils de facturation dans le BTP qui sont beaucoup plus poussés que nous, qui sont reliés au catalogue produit de la plateforme du bâtiment, qui te permettent de gérer par chantier, etc. Je ne prétends pas remplacer les outils de gestion du BTP. Et donc, pour des secteurs en particulier, il faut absolument que tu aies un outil qui soit branché en API avec ces outils métiers. Ou alors, quand tu montes dans des boîtes plus grosses, ce que je vois, moi, c'est que les boîtes plus grosses, elles vont prendre Pennylen comme leur operating system dans le sens la source de vérité comptable. Par contre, elles vont aller mettre des outils de gestion, on va dire best in class. Elles vont aller mettre, je sais pas moi, peut-être Agicap sur la trésor, peut-être Spendesk sur les dépenses, voilà. Peut-être, enfin, tout un tas d'outils qui sont Genji, sur tout un tas d'outils spécialisés dans leur domaine. Parce que nous, Pennylen, on est généraliste, on fait 80%. Mais par contre, c'est important que tu puisses avoir les moyens d'être directif pour tes 80% de clients qui, eux, ne demandent rien de spécial et où toi, tu vas grandement te faciliter la vie si tu les loques, entre guillemets, dans ton écosystème. Parce qu'encore une fois, si tu ne les loques pas, et loquer, ce n'est pas un bon mot parce que on a l'impression qu'on les piège, mais c'est juste que tu leur donnes un outil assez bien pour qu'ils aient envie, entre guillemets, d'être dans ton écosystème. Parce que si ce n'est pas toi qui le fais, ce sera quelqu'un d'autre. Voilà, mon avis. Et donc, ce que tu veux dire, c'est dans la majorité des cas être directif, et si ce n'est pas possible parce que l'outil ne s'adapte pas, bien les orienter en tout cas pour que les outils soient compatibles en eux à travers avec le système des API. C'est ça. Dernière question pour toi, Arthur. On est un peu obligé de parler d'IA aujourd'hui quand on fait quelque chose. Et j'ai entendu dire que Pennylen avait travaillé sur le sujet. Qu'est-ce que tu peux nous en dire en lien toujours avec le fait de développer de nouvelles missions ou avec l'évolution des missions au sein du cabinet en quelques phrases? Alors, pour moi, il y a deux grosses disruptions, révolutions qui arrivent devant nous. Hein. Il y en a une qui est la facture électronique et l'autre qui est l'intelligence artificielle. Facture électronique, on l'a dit, ça va permettre de récupérer automatiquement du flux. Ça va permettre de fiabiliser ce flux parce que plus d'OCR. Et ça va permettre de rendre cet échange de flux instantané via le fameux annuaire qu'on attend tous. Et ça, bien sûr, moi, je pense que c'est plus une opportunité qu'un risque. Mais si un cabinet ne fait rien, c'est effectivement un risque parce que ça met quand même à mal une partie de son modèle, business model, qui est tout ce que le cabinet facture aujourd'hui, ou en tout cas justifie sa facturation avec la partie saisie, qui va disparaître, entre guillemets, en grande partie du jour au lendemain. La partie IA, moi, je pense que l'IA ne va pas révolutionner la production comptable, tout simplement parce que la donnée comptable, c'est de la donnée très structurée. Les avancées récentes de l'IA, c'est notamment sur tout ce qu'on appelle Large Language Model, LLM. C'est des modèles qui révolutionnent la façon dont on sait
structurée de la donnée très complexe qui elle-même n'est pas très structurée. Enfin, le langage, c'est structuré, mais c'est très, très vaste. Et jusque-là, on n'avait pas d'intelligence artificielle qui savait comprendre des phrases, etc. La donnée comptable, encore une fois, c'est très structuré, c'est un plan comptable, il y a un nombre de cas très fini, quoi. Et du coup, je pense que les règles d'automatisation que les experts comptables ont déjà mises en place depuis pas mal d'années, en fait, elles font déjà une grosse partie du travail. Et je pense que le gap que tu vas avoir entre ces règles d'automatisation et ce que va sortir l'IA va pas être si énorme que ça. Oui, il va y avoir une collaboration, mais ça va pas être si énorme que ça. Et du coup, moi, je pense que l'IA, elle va vraiment, par contre, révolutionner la partie conseil dont on se parle aujourd'hui, et mission à valeur ajoutée, ou conseil ou accompagnement du client. Parce que pour le coup, le conseil ou l'accompagnement du client, ça, c'est un champ qui est pas fini, mais infini, avec tout un cas, un éventail de types de missions, de types de conseils, etc., que tu peux donner qui est énorme. Et donc, je pense, moi, qu'il y a un énorme enjeu pour les cabinets de, réfléchir à quel est leur business model de demain, mais surtout, comment je vais former, là, Eric, qu'on a la bonne personne pour la table, comment je vais former mes collaborateurs à délivrer ces nouvelles missions. Parce que c'est une chose de proposer de nouvelles missions, il faut les former. Et donc, moi, je pense que l'IA va jouer un rôle clé qui est d'augmenter les collaborateurs. Parce que je pense que du coup, avec l'IA, on va pouvoir, entre guillemets, pré-mâcher une partie du travail pour le collaborateur. Typiquement, donc les produits sur lesquels on travaille d'IA avec Pennylen, c'est toujours côté cabinet. Et c'est typiquement que le collaborateur arrive le matin et qu'on lui dise « Je pense qu'aujourd'hui, tu devrais peut-être considérer de contacter tel client pour telle raison. Alors, j'ai vu que lui, il y a un truc bizarre, il n'a plus de trésor bientôt, il a des gros impayés ou je ne sais quoi. Et au passage, je t'ai peut-être pré-généré soit un modèle de mail, soit un rapport, ou genre de choses. Et après, ça va être au collaborateur, avec lui, sa connaissance fine qu'il a du client, de dire la suggestion de Pennylen, elle fait sens ou au contraire, elle est complètement bête. Et puis de venir ajuster à la marge le discours, rajouter de la donnée, etc. Donc, c'est surtout là-dessus qu'on bosse sur l'IA, c'est venir augmenter le collaborateur pour qu'un collaborateur qui jusque-là ne savait pas faire de conseil d'accompagnement puisse en faire demain, qu'on le tienne par la main, et que ce conseil, cet accompagnement soit peut-être plus riche, aussi peut-être plus standardisé dans le sens où, en tant qu'expert comptable, je dors peut-être plus serein si je sais que mes collabs, il y a un peu des trames et de l'intelligence artificielle derrière eux. Voilà. C'est là-dessus qu'on travaille, en fait, des bots, des trucs comme ça, quoi. Ce dont tu parles, ce que tu évoques, ça me fait penser à ce qui se passe aujourd'hui dans les banques, où tu as les conseillers le matin qui arrivent et qui ont un peu leur mission board, on va dire, de leurs clients, en disant tiens, tu as ça et ça à faire, en tout cas en termes de suggestions. Et puis, mais sauf qu'ils sont capables de gérer non pas 40 ou 50 dossiers, mais 150 ou 200, quoi. C'est un peu ça, du coup. C'est ça. Par contre, je continue de penser que ce que les clients ils veulent, c'est de l'humain. Ce n'est pas du mail automatique. Et donc, je suis absolument intimement convaincu que l'IA ne va pas remplacer le comptable dans son accompagnement de son conseil. Il faut vraiment penser et viser à l'augmenter et pas essayer à remplacer. Parce que, encore une fois, à la fin, ce que tu veux, c'est un humain qui te comprend, qui sait que toi, tu sais qu'il habite à côté de chez toi, qu'il a la même réalité, le même environnement, et que du coup, le conseil qu'il va te donner, encore une fois, c'est comme le docteur. On sait tous que l'expert comptable, c'est le médecin famille du dirigeant d'entreprise. Honnêtement, tu peux avoir autant d'IA que tu veux. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de gens qui, aujourd'hui, soient prêts à faire confiance à une pure IA pour leur dire ce qui leur arrive. Ils veulent toujours que, oui, peut-être il y ait de l'IA qui aide le médecin dans son diagnostic, mais je pense qu'ils veulent toujours qu'il y ait quelqu'un qui vérifie, qui prenne en compte toute la connaissance plus fine, émotionnelle qu'il a autour, quoi. Pour compléter simplement, d'abord, il ne faut pas se tromper, l'IA est déjà dans les outils de production des cabinets. Arthur vient d'en parler, donc ça existe, et les algorithmes, parce qu'en fait l'IA c'est de l'algorithme, les chatbots sont sur des sites internet de cabinets, et puis dans les logiciels de production, y compris de révision, donc je fais exprès, et ou d'audit, on a déjà des algorithmes. L'IA est déjà là. Bon, l'IA va être un facilitateur de la mission des missions entre guillemets traditionnelles et récurrentes. Et en ce sens, je rejoins Arthur.
les clients ont besoin d'accompagnement humain. Et en fait, ce qui s'est passé par la perversité de nos dispositifs réglementaires notamment, c'est que dans le cabinet, on a, moi je le vois depuis 25 ans, hein, je suis rentré dans la profession il y a 25 ans, on passait paradoxalement plus de temps individuel et humainement avec nos clients à l'époque qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les contraintes économiques se sont inversées, c'est-à-dire que la rentabilité des dossiers s'est amenuisée de manière forte. Je renvoie aux études régulières du Conseil national de l'ordre, hein. C'est pas moi qui le dis, on a un panier moyen qui est en baisse permanente depuis 20 ans. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les cabinets? On est allé chercher des facteurs d'efficacité dans la gestion du temps par dossier au travers des outils proposés comme Pennylen ou d'autres. Bon. Donc, on a cette inversion qui s'est faite aussi de croisement de nécessité de disposer du temps humain pour le client en comparatif du temps à gagner sur les missions techniques. Donc, ce croisement a fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de cabinets, paradoxalement, une fois de plus, hein, on voit beaucoup moins les clients que ce qu'on voyait il y a quelques années en arrière. Et en ce sens, ça va être un juste retour de balancier. Deuxième remarque, c'est que la première… Je me permets juste, Eric, je vais dans ton sens, mais je pense que le Covid a en plus fait beaucoup de mal là-dessus. Parce qu'avec le Covid, les collabs ont vu que la visio, ça marchait. Et dans la compta, mais comme dans plein d'autres métiers, il y a beaucoup de gens je parlais avec des intégrateurs qui installent des solutions outils pour les PME. Même là, il y a juste avant Noël, moi, on a gagné le deal pour équiper la station de ski de Tignes, de Pennylen, avec un intégrateur. L'intégrateur local dans les Rhône-Alpes ne s'est pas déplacé. Il a fait la soutenance en visio. Et Tignes m'a dit, mais ça veut dire qu'en fait, on perd le côté local et on ne les a pas choisis, quoi. Donc, je pense que c'est un gros risque et il faut vraiment renvoyer les gens sur le terrain, quoi. Mais c'est un problème, après, je reviens à la personne entre l'écran et la chaise, c'est un problème de posture humaine et de stratégie de cabinet. Bon. Ouais. Eric, je me permets juste d'avancer, de passer à la question suivante. Sinon, on va pas avoir le temps de tout faire. Parce que je pense qu'il y a un sujet qui est important. On parle de l'humain et donc de la formation. Ça retouche à la formation, à ton sujet. Et c'est cette nouvelle façon de fonctionner au sein des cabinets et ce nouveau type de mission pose la question du fait de savoir s'il vaut mieux former les collaborateurs actuels ou alors embaucher de nouveaux profils. Alors, ma réponse va être assez normande. D'abord, ça ne fait pas 7 ans que je suis dans la formation dans la profession, ça fait 20 ans, donc je connais très très bien. Et le recul que j'ai et la manière dont je vois les cabinets mettre en œuvre un petit peu le développement de nouvelles prestations passe par un centrage absolu sur un profil unique qui est le collaborateur. Donc, on peut faire ce que l'on veut aujourd'hui. La réalité, c'est que les collaborateurs sont en place et sont avec le modèle économique de l'expertise comptable. Hein, dans un cabinet, c'est quoi? Un dirigeant ou des dirigeants qui supervisent des collaborateurs qui eux-mêmes sont en supervision et en maîtrise d'œuvres et de facilitation du fonctionnement d'un certain nombre de clients, dirigeants d'entreprise. Bon. Dans ce modèle-là, il est évident qu'aujourd'hui, selon les stratégies, et je vais le compléter ça rapidement, mais selon les stratégies, un cabinet qui voudrait se mettre au full service ne peut pas envisager autrement que de profiter et d'adapter les équipes en place et de les faire évoluer dans une GPEC ou dans des améliorations propres à chaque cabinet pour essayer d'aller vers une diversification des prestations de services que le cabinet pourrait proposer. Donc ça, c'est important. Et donc ma réponse pour répondre très rapidement à ta question, Stéphane, c'est que concrètement, il est beaucoup plus simple pour évoluer vers de nouvelles prestations de s'appuyer sur une équipe. Bon. Une fois que j'ai dit ça, c'est à nuancer énormément. Un exemple, ceux qui font le plus de full service depuis très longtemps, c'est les bigs. Et les bigs, ils ont créé des structurations avec des équipes dédiées. Donc les recrutements de nouvelles compétences en interne d'un cabinet d'un point de vue généraliste a évidemment la possibilité d'offrir une opportunité de maîtrise, d'expérience et de compétences sur des prestations qui pourraient être nouvelles. Quand on parle, je ne sais pas, par exemple, d'une offre d'accompagnement au travers de Pennylen,
et d'IT un petit peu plus large, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quand même des profils capables d'y répondre. Et juste là-dessus, il y a du besoin en cabinet. On fait beaucoup d'accompagnement sur la prise en main d'outils, ne serait-ce que l'outil de production dont on parlait, de formation auprès des clients pour les accompagner sur une amélioration des usages, et puis sur une optimisation des paramétrages et puis des besoins qu'ils pourraient avoir. Donc le modèle économique pour moi aujourd'hui fait que fondamentalement, on va plutôt s'appuyer sur les équipes de collab plutôt que des recrutements nouveaux. Je dirais pour le gros de la profession, il faut rappeler quand même qu'on est une profession libérale et que même s'il y a une forte concentration du marché depuis une quinzaine d'années, avec des très très gros acteurs, y compris régionaux, la plupart des cabinets sont quand même des cabinets de petite taille et ou à taille humaine. Et donc ces gens-là ne peuvent pas faire une transformation qui soit non progressive et elle passera forcément par l'appui des équipes en place. Alors, je vais en profiter pour montrer ce que j'évoque et le prouver surtout. Le CFPC, qui est le Centre de la formation pédagogique de la profession, a mis en œuvre et s'est déployé depuis le Congrès de l'Ordre de Montpellier en septembre, un parcours de formation, enfin des parcours de formation, au travers d'un programme qui s'appelle, alors je vais l'amener parce que je vais faire ma pub, je trouve que c'est important, Profession comptable 2030, et on va trouver au sein de cette programmation 16 parcours ou 17 parcours qui permettent aux équipes des cabinets d'évoluer dans les directions que les dirigeants de cabinet auront choisies en termes de stratégie. Donc en résumé, pour moi, les choses sont simples. On a un état des lieux. Les collaborateurs sont en cabinet, maîtrisent la relation au client, maîtrisent les outils techniques et maîtrisent finalement les honoraires que génère le cabinet. La transformation rapide ne pourra pas se faire, en tout cas, sur le gros des missions. Deuxièmement, c'est que les cabinets ne pourront ouvrir à des nouvelles prestations en général. Ils vont avoir besoin de légitimité, de mise en confiance. Et donc, on va faire quoi? Et c'est ce qui se passe sur le terrain. On va tranquillement élargir en partant de la mission traditionnelle d'établissement des conseillers avec une proposition de président qui environne immédiatement cette mission centrale. Ça va être de l'assistance administrative, ça va être de l'accompagnement à la mise en place de réglementations spécifiques, ça va être tout un tas de missions de ce type-là, du recouvrement de créances éventuellement, ou de l'accompagnement à l'optimisation de la gestion et de la renta. Dès lors qu'on va vouloir aller sur de nouvelles missions complémentaires, il va falloir un cap stratégique. Et le cap stratégique va nécessiter une temporalité dans le temps. Si on est dans cette logique-là, on pourra à ce moment-là aller, avec des moyens évidemment, parce qu'il faut du budget, aller chercher de nouvelles compétences pour aller conquérir de nouveaux marchés. Mais les cabinets, à mon avis, pour la plupart des cabinets à taille humaine, vont progressivement et tranquillement aller sur des nouvelles prestations, un petit peu avec cette notion de cercle concentrique, et à partir de leurs équipes. D'où la nécessité de les former. Ok. Merci Eric. Peut-être un dernier mot sur la formation. Parce qu'il y a une dimension technique, mais également une dimension humaine. Souvent, les collaborateurs, ce sont des profils qui ne sont pas forcément en lien avec la clientèle. Et les nouvelles missions vont demander d'être en lien avec la clientèle. Et on parle beaucoup de soft skills. Juste en deux mots, comment est-ce que tu vois qu'on peut développer ça, les soft skills? Parce que c'est plus facile d'acquérir des compétences techniques que des compétences dites de soft skills, que je veux dire des compétences relationnelles, quelque part. Alors, en deux mots, c'est engagé. Mais alors, en parler, conscientiser. Ouais. Tu m'entends? Oui, mais parfois ton micro, ça coupe et c'est pour ça. Mais vas-y. C'est l'Internet, désolé. Donc, j'allais te dire, en deux mots, c'est une gageure, mais je vais le faire en quatre. Conscientiser, parler, comprendre et pratiquer. Ok. Bon, c'est un sujet hyper important, peut-être qu'on pourra développer ultérieurement, conscientiser. Bon, il est parti. Problème de connexion du côté de chez Eric. Merci Eric en tout cas. Non. Ah, est-ce qu'on n'a plus l'image? Mais c'est pas grave. Je suis là, tu m'entends? Tu peux répéter juste les 4 étapes, conscientiser? Alors, je disais en parler. Ouais. En parler, comprendre. Parce que le savoir-être nécessite de la compréhension, et puis pratiquer. Okay. Il faut savoir que le savoir-être,
est quelque chose qui, dans notre système éducatif, n'est absolument pas abordé, de la petite section maternelle aux études supérieures. Alors, ça commence depuis quelques années à rentrer dans les programmes, notamment universitaires et écoles de commerce, parce qu'on vient de se rendre compte qu'en fait, et c'est pour ça que je suis en accord avec Arthur, c'est l'humain qui fait le business d'abord. C'est l'humain qui fait la relation humaine et la qualité de la relation humaine, et donc la possibilité de développer du business. Et en fait, on a enfermé les gens dans des compétences intellectuelles et on ne les a pas poussés particulièrement à la notion de posture et de comportement. Et donc, les soft skills, c'est des compétences douces. Voilà. D'accord. Mais c'est des choses qui peuvent s'acquérir. Voilà. Avec une sûr, méthodologie. De la formation. Bien sûr. Très bien. Tout à fait. Merci, Eric. Marc, qu'on a peu entendu depuis le début. Je t'ai invité un peu par provocation, Marc, parce que moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce que tu fais avec ton entreprise 3H18, qui est une entreprise de service, c'est que tu apportes un peu aux chefs d'entreprise ce que pourraient faire, ce que commencent à faire, ce que font parfois, mais ce que devraient davantage faire les experts comptables. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta démarche envers les chefs d'entreprise, d'où tu es parti et ce que tu proposes précisément? Oui. Alors, c'est vrai que la question que tu poses, c'est la question, les Américains appellent ça le make or buy. C'est est-ce que je dois faire ou est-ce que je dois acheter finalement et sous-traiter une prestation? Qu'est-ce qui fait partie du cœur de mon activité et qu'est-ce qui fait plutôt partie de la périphérie? Alors moi, j'ai plutôt tendance à penser que le conseil et l'accompagnement, c'est ce qui restera toujours dans le cabinet. Maintenant, l'exécution d'un certain nombre de choses va progressivement être déléguée à des entreprises. Mais il existe plein de modèles qui montrent que voilà, des cabinets, des entreprises diverses et variées décident finalement de se doter des équipes telles que celles qu'on peut avoir par exemple chez 3h18. Mais pour revenir au projet et à l'intuition de base, il y a 4 ans, moi j'étais dirigeant de PME pendant 20 ans, plutôt dans des ESN, des éditeurs de logiciels, dans le monde de la dématérialisation, du BPO, donc de l'externalisation de process. Et j'ai toujours constaté dans le monde des PME, parce qu'il n'y a pas cet effet de mutualisation qu'on retrouve dans les grands groupes, il y a moins de moyens aussi. Et pourtant, c'est le poumon de l'économie française. Hein. J'ai quand même constaté la difficulté de s'entourer de fonctions support, de bien s'entourer, d'être capable, donc, parce qu'on est bien entouré, de digitaliser, d'automatiser et donc d'emmener sa PME dans plus de performance, plus d'efficacité. Et quand on sort un peu des grandes villes, des incubateurs, des entreprises clientes dont on parle toujours et qu'on voit finalement la réalité du monde des PME, qui sont les clients des experts comptables, qui sont ces très belles entreprises d'artisanat, les installateurs électriques, les sociétés qui font 1, 2, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en prestation de services, eh bien, on se rend compte que c'est souvent des entreprises qui sont mal équipées, mal structurées, qui manquent de moyens. Le patron est au four et au moulin à 8 heures du mat, il n'est plus joignable. Et c'est finalement à ce besoin premier que j'ai voulu répondre. Alors, comment? Chez 3h18, on actionne 3 leviers. D'abord, c'est la bonne personne au bon moment dans un format ultra flexible. Donc ça, c'est super important. C'est avant toute chose, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui correspond exactement à mon besoin, qui connaît mon métier, ma profession, mon secteur et qui va m'aider, mais je n'ai pas forcément envie de recruter. Et donc, j'ai envie d'avoir la bonne personne. Quel type de mission, Marc, du coup? Alors, sur toutes les missions des fonctions support, ADV, assistance administrative, tout ce que ne fait pas l'expert comptable, évidemment pas la compta, mais toute la gestion paye RH, le recouvrement, l'assistanat au marché public, le recouvrement et la gestion des impayés, l'assistanat commercial et marketing. Voilà, tout ce qui est fonction support d'une entreprise. Et le deuxième levier, une fois que j'ai la bonne personne chez moi qui m'aide quelques heures, quelques demi-journées par semaine, je vais lui apporter les bonnes pratiques. Alors, c'est quoi les bonnes pratiques? C'est ce qu'on embarque dans nos équipes parce qu'on les forme, parce qu'on les anime. C'est, par exemple, un organisme de formation nous dit, écoutez, moi, en plus d'avoir quelqu'un qui vient faire le taf chez moi, je voudrais quelqu'un qui me réduise mes FAE. Je voudrais quelqu'un qui m'aide à facturer plus vite. Ou un artisan qui me dit, moi, je voudrais que mes devis partent tout de suite, dans les 24 heures. Et je voudrais que vous m'envoyiez tout de suite les factures parce que je n'ai pas envie d'attendre la fin du mois pour envoyer mes factures.
ou c'est une agence digitale qui me dit, voilà, moi, je voudrais accéder au marché public, je fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, il n'y a aucune raison que je n'accède pas au marché public, aidez-moi, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas envie de m'en occuper, Chorus Pro, c'est une tannée, voilà, ben, on va les aider, et non seulement on va leur apporter un assistant administratif, un assistant commercial, mais on va leur amener les bonnes pratiques. Le troisième levier, c'est la digitalisation, et ça vient qu'après, parce qu'une fois que j'ai mis en place les bonnes pratiques, je peux choisir enfin le bon outil, parce que je comprends ce qu'il fait, parce que je suis chez lui, parce que petit à petit, j'ai la confiance du chef d'entreprise. Et là, évidemment, on automatise les process sur lesquels on travaille et on va, grâce aux partenaires éditeurs de 3h18, on va l'aider à faire des gains de productivité et automatiser, digitaliser, tracer en fait les flux. Voilà. Donc, c'est ça la proposition de valeur et c'est ce qu'on fait depuis 4 ans. Donc, très modestement, nous, voilà, on a 700 clients récurrents, on a un réseau de 200 intervenants partout en France. Et notre promesse, c'est de collaborer avec les experts comptables, puisque là, on parle des experts comptables, pour leur apporter finalement ce qu'eux ne font pas. Alors, moi, je connais les réseaux qui ont décidé de faire ce que fait 3h18. La difficulté, c'est qu'au bout d'un moment, tout le monde connaît 1, 2, 3 personnes, tout le monde a un collab qu'on a envie de remettre en face du client, et puis l'automatisation fait qu'il va y avoir un peu de monde sur le marché. Donc, la difficulté, c'est qu'on arrive à faire ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais il faut gérer les intercontrats. Quand on propose un service et qu'il faut aller se rendre dans les locaux du client, bah, c'est compliqué à gérer parce que bah, voilà, il faut une superficie et couvrir toute la France. Il faut former les gens aux outils du client, pas qu'aux outils du cabinet. Voilà, là, Arthur l'a expliqué tout à l'heure. Parfois, bah, il faut être capable de travailler sur tous les outils. Donc, il faut former ces gens-là aux outils du client. Il faut gérer les backups parce que quand la personne est malade ou en vacances, bah, il faut mettre en place un backup. Donc, toute cette gestion des opérations, le cabinet peut décider de le faire ou, et c'est évidemment mon propos, de le sous-traiter à une entreprise dont c'est le métier. Nous, on ne fait que ça. J'ai des équipes qui ne font que gérer le recrutement, le staffing, la relation avec les éditeurs, la digitalisation des premiers process sur lesquels on travaille. Et donc, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Tu disais, il faudrait que les experts comptables le fassent eux-mêmes, probablement. Moi, je pense qu'il faut que les experts comptables se disent, c'est quoi mon sujet demain, dans 3, 4, 5 ans. Moi, je pense que le bon positionnement de l'expert comptable, même le petit expert comptable, c'est d'être le one-stop shop. C'est d'être le point d'entrée de plein de besoins. Et dans ces besoins, bah, il y a des choses qu'il fera lui-même et puis il y a des choses qu'il pourra confier à des partenaires de confiance. Voilà, typiquement faire du conseil prédictif sur l'évolution de la trésor en temps réel grâce aux outils collab dont parlait Arthur, bah, ça évidemment il va continuer à le faire. Par contre, rattraper 3 ans de pré-compta, aller envoyer une secrétaire admin pour classer les pièces, scanner, archiver, etc., et être en lien avec le collaborateur pour rattraper un dossier un peu compliqué, bah, il aura plutôt envie de s'appuyer sur quelqu'un qui le fait beaucoup, qui le fait souvent, qui est présent partout en France. Et puis après ça, il se dira, tiens, bah, j'entends parler d'un client qui veut améliorer son recouvrement, qui veut un gestionnaire paye RH pour lui mettre en place PFIT ou SILAE sur place. Même s'il a un service social, bah, il y a des clients qui veulent leur PFIT pour 5 salariés. Et ben, plutôt que de passer devant cette opportunité et de rien faire, il dira, bah, tiens, bah, j'ai un partenaire qui le fait. Et puis, et voilà, donc je pense que la question qui va se poser, c'est est-ce que l'expert comptable a envie d'avoir ce rôle de garde-triage de tous ces leads qui remontent, de tous ces besoins, et comment il va traiter tous ces besoins qui remontent, comment il va habituer ses clients à lui remonter ces besoins. Et tous les experts comptables n'auront pas forcément envie de le faire. En tous les cas, nous, avec les 70-80 cabinets qui font confiance à 3h18, bah, c'est ce qu'on leur dit, c'est faites remonter tous ces besoins. Il y a des choses que 3h18 peut faire, et puis il y a des choses qu'on ne fera pas. Mais en tous les cas, prenez cette opportunité pour capter les besoins des clients, plutôt que de faire voir passer les trains, sautez sur cette occasion pour fidéliser votre client, lui apporter une réponse, parce qu'il vous en sera, il en sera reconnaissant. Un client qui n'appelle pas son expert comptable plus d'une fois par trimestre, à un moment donné, l'expert comptable, il a plus d'adhérence avec ce client. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut créer cette relation, et c'est autant d'occasions de recréer le lien avec un client qui peut avoir un besoin. Marc, d'autant plus, je te donne la parole juste après, Eric.
Je voulais t'interroger justement, Eric, sur ce que disait Marc. Mais d'autant plus, Marc, là, tu ne l'as pas précisé, mais tu peux travailler avec les cabinets comptables en marque blanche, je crois. Voilà, c'est ça. Alors, il y a des cabinets, il y a des grands réseaux qui ont dit, voilà, moi, je veux intégrer ça dans ma lettre de mission, une assistance administrative, une assistance recouvrement, un gestionnaire RH, paye, un assistanat commercial dans ma lettre de mission. Je fais un markup, donc je fais ma marge sur la prestation de 3h18. Je veux une force de frappe partout en France capable d'aller chez mes clients pour réinstaller le logiciel du cabinet, pour reformer les équipes. Bon. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on intègre dans la lettre de mission en marque blanche et notre système de gestion reproduit une facture soit au cabinet quand c'est en marque blanche, soit directement à son client avec un reporting détaillé sur toutes les tâches que l'on a réalisées chez les clients du cabinet. Donc oui, en marque blanche, c'est très intéressant pour les cabinets qui veulent finalement développer du full service à leur nom. Donc, ils repeignent toute l'offre de 3h18 aux couleurs du cabinet. Et instantanément, sans investissement, le cabinet propose des nouveaux services. Voilà. Et puis, il y en a d'autres qui préfèrent faire ça en co-traitance. Ils nous mettent en relation et on gère en direct, on les tient au courant. Je dirais qu'il n'y a pas de bonne manière. Il faut se poser la question, qu'est-ce que veut le client? Est-ce que le client il veut voir qu'une seule tête, un seul service, une seule facture? Est-ce que ça a de la valeur pour lui? Ou est-ce que finalement, il est prêt à avoir deux interlocuteurs? Chez Vision, je me permets parce que ça m'amène évidemment, et je suis aussi là pour ça. Chez Vision, et pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la problématique de la progression de la capacité des cabinets à ouvrir sur de nouvelles missions, on vient de lancer des nouveaux métiers complémentaires au sein du réseau, complémentaires et en full service de l'activité principale d'expertise comptable. Et donc, on a créé 4 marques, Perform pour tous les consultants, Manage pour tous les gestionnaires de paye et RH, Change pour tous les organismes de formation et puis les coachs en entreprise, et enfin Organize pour tout ce qui est assistance administrative. Et nous, on croit terriblement par le cross-selling et le croisement des compétences au sein du réseau à la capacité de générer du business de manière complémentaire. Et justement, le full service, c'est quoi? C'est quand moi, je ne peux pas ou je n'ai pas le temps, c'est quand même de répondre à la demande de mon client. Et je crois que nous, on est revenu à l'essence même de ce qu'était la notion de prestation de service face à un besoin. Et quand un dirigeant a un besoin, il n'y a pas 50 solutions. Et comme l'a dit Arthur, s'il n'a pas ce qu'il cherche dans le cabinet, la nature ayant horreur du vide et le marché toujours raison, il ira voir ailleurs. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, dans notre fonctionnement à nous, dans notre modèle économique d'aujourd'hui, on a 5 marques qui vont être complètement open, intercroisées et qui vont générer du business puisque quand je suis cabinet expertise comptable et que j'ai besoin d'un spécialiste en paye ou en RH, je vais pouvoir aller chercher quelqu'un. Et puis, de l'autre côté, le consultant qui aura la nécessité d'avoir un besoin complémentaire sur une autre des branches pourra lui-même faire venir quelqu'un chez son client ou pour travailler avec lui en co-traitance. Voilà, je voulais préciser un petit peu cet environnement qui est assez nouveau et je dirais même qu'on est unique sur la France en termes de réseau et de coexistence de spécialistes totalement autonomes et indépendants entre eux, mais qui travaillent et œuvrent pour un client final identique. Ok, merci Eric. Alors, j'avais une question à te poser en lien avec ce que disait Marc. Pour toi, comme représentant de la profession comptable et des experts comptables, ce que propose Marc comme type de service, toi, tu perçois ça comme quelque chose de complémentaire tu penses que les cabinets comptables peuvent percevoir ça comme quelque chose de concurrent ou complémentaire à ce qu'ils font pour eux? Moi, je suis très libéral. Et quand je suis rentré dans cette profession, pour moi, c'était faire du conseil au client. Faire du conseil au client, c'est d'abord faire une écoute active. Une écoute active amène à détecter des besoins. Et que faut-il faire quand on entend des besoins et qu'on ne sait pas y répondre? Se lamenter ou essayer de trouver des solutions? Pour moi, la réponse a toujours été trouver des solutions. Et j'ai toujours conçu le métier d'expert comptable comme un maître d'œuvre et un facilitateur. Alors, si en face, pour répondre aux besoins de mon client, c'est Marc, super.
eh bien, on bossera avec Marc. Et si ça se passe bien, je déploierai encore plus de missions avec Marc, parce que mon intérêt à moi, c'est que le client ait une qualité perçue du cabinet et de son intervention de qualité. Et rien ne fera obstacle à ça tant que le système fonctionnera. À l'inverse, vouloir absolument ne pas permettre à des prestataires de qualité compétents et ayant l'expérience sur le sujet qui intéresse mon client, ben, je pense qu'en tant qu'expert comptable, je prends un gros risque. D'abord, je pense qu'il faut mettre l'orgueil et l'ego de côté, hein, parce que moi, je suis bien placé pour dire qu'on ne sait pas tout, et vous-même, dans vos registres de spécialistes dédiés, on n'a pas la maîtrise et la connaissance de tout, donc on a aussi une évolution de l'apprentissage en travaillant avec d'autres prestataires, et ça, je veux le souligner, c'est important. Moi, j'ai beaucoup appris dans ce métier, par exemple, en travaillant avec des avocats dans les affaires. Des choses que je n'avais jamais appris d'un point de vue pratique sur les bancs de l'école, entre guillemets. Hein. Donc, il y a ce côté évolution des compétences collectives, et puis surtout répondre aux besoins. Si dans mon environnement, j'ai des prestataires en qui j'ai confiance, avec qui on peut s'entendre, ben, on fait du business ensemble pour le compte du client. Donc, non, moi, je ne suis pas du tout réfractaire, au contraire. Je crois que, d'abord, la concurrence est saine, hein, il faut appeler un chat un chat. Et donc, à ce niveau-là, ça veut dire que les opérateurs qui vont tranquillement, d'ailleurs, prendre pour moi hein, les places dans les années à venir, ça revient à ce que disait Arthur sur l'évolution avec la facturation électronique, ne nous y trompons pas. Aujourd'hui, on parle de 30% officiellement enfin, mais moi, je pense que ça sera beaucoup plus de chiffre d'affaires qui va partir. Donc, il n'y a pas photo. Il va falloir aller stratégiquement, si on veut un cap durable, sur des niches de spécialistes et ou ouvrir sur une totale généralisation d'offres de services. Hein, le full service, c'est ça. Il faut savoir que stratégiquement, l'opposé, c'est la niche. On a des cabinets, on a des réseaux qui sont fonctionnellement et stratégiquement positionnés sur des niches. Ouais. Pour le cabinet qui voudra rester et demeurer généraliste, il n'y a pas photo. Il va falloir qu'il soit capable d'augmenter le nombre d'outils dans sa boîte à outils. Et pour ce faire, c'est d'accroître la collaboration avec des entreprises ou des prestataires individuels qui seront capables de répondre aux besoins de ses clients. Moi, je pense que ton point sur la confiance est absolument clé. Nos dernières affaires, là, c'est un cabinet d'experts comptables qui nous dit, voilà, et en plus, c'est un client qui était un client du cabinet qui était équipé de Penny Lane, sauf que voilà, il n'arrivait pas à se remettre en route, il a été formé une fois, et je pense qu'il y a probablement, moi je dirais 10, 15, 20% des clients des cabinets qui ont été formés une fois sur les outils du cabinet et qui n'arrivent pas à les mettre en place, qui n'arrivent pas à vraiment les intégrer dans leur quotidien. Pour deux raisons. La première, c'est que le patron de la boîte, il ne peut pas tout faire. Si on prend l'exemple du restaurant, il a été formé une fois, mais le lendemain, il a tout oublié. Et pour une deuxième raison, c'est qu'ils n'ont pas d'équipe support. Sauf que ces gens-là ne vont pas recruter. Et même en CDD ou en CDI, moins de 24 heures par semaine, vous savez que ce n'est pas possible. Donc, nous, on apporte cette flexibilité et on essaye de se positionner sur ce niveau de confiance dont tu parlais tout à l'heure et qui fait que je pense que le marché est très large et pas très structuré aujourd'hui, mais vont émerger des opérateurs de confiance qui seront des points de référence quand on voudra une ADV, une assistante administrative, une assistante RH, parce que voilà, les experts comptables, finalement, pour eux, c'est un enjeu, même un petit client, c'est un enjeu important. Le dernier petit client dont je parlais, c'est pour nous faire intervenir 3 heures par mois, pour lui classer ses documents, faire 2-3 recouvrements, envoyer un devis, etc. 3 heures par mois, 150 € par mois. Bon, c'est pas ce qui va empêcher son client de nous payer, mais il prend un risque d'image, parce que s'il envoie un partenaire qui n'est pas à la hauteur, qui ne sait pas bien se présenter, qui ne sait pas utiliser tout de suite les bons outils du cabinet, qui va patouiller, forcément, c'est l'image de l'expert comptable qui en pâtit. Donc voilà, nous, notre enjeu, quand on travaille avec les experts comptables, c'est d'envoyer des équipes qui sont tout de suite opérationnelles, de confiance. Le deuxième enjeu, c'est de déterminer comment le niveau de reporting va se faire. Est-ce que c'est au collaborateur? Est-ce que c'est à l'associé? C'est comment on informe de tout ce qu'on fait, en fait. Hein. Et souvent, la confiance, elle est là. Hein. C'est l'effet tunnel, c'est terrible pour les experts comptables. S'ils ne savent pas ce qui se passe chez leurs clients, ça les stresse. Donc, nous, on a développé plein d'outils, plein de savoir-faire pour informer, reporter,
et sur des KPI comme sur des informations, on va dire, sur ce qui se passe chez leurs clients. Et puis, l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'on parlait de localisation, de se rapprocher de son client. Et à un moment donné, se pose la question pour les cabinets, est-ce qu'ils vont encore se déplacer chez leurs clients? Moi, j'ai connu les experts comptables qui allaient se balader chez leurs clients, qui restaient une journée, qui faisaient… Moi, je pense que tout ça, ça va progressivement disparaître. Mais du coup, avoir la possibilité de projeter des équipes chez leurs clients pour les experts comptables, c'est un moyen finalement de redonner un visage humain au cabinet, même si c'est par un opérateur de confiance, un sous-traitant, un partenaire, vous l'appelez comme vous voulez. C'est un moyen de reprojeter finalement un visage du cabinet chez son client. Et ça rassure, ça fidélise, ça redonne de la stickiness, comme on dit, de l'adhérence. Et donc, c'est bon pour le cabinet. C'est bon de pouvoir dire, écoutez, je viens chez vous. Ça fait combien de fois que les cabinets n'ont pas dit, écoutez, vous inquiétez pas, là vous êtes dans la merde, vous avez un problème de facturation, de recouvrement, il y a un jour en commando qu'il faut faire pour vous sortir de l'ornière. Ça fait combien de temps que certains cabinets n'ont pas dit, je viens chez vous et on va vous résoudre ce problème. Donc c'est ça, nous, qu'on veut absolument incarner, c'est ce côté très local, dernier kilomètre, on est chez le client, on fait le taf, et dans un format ultra flexible parce que ça ne prête pas à conséquence. Le contrat se renouvelle tous les mois et si le client est content, il prend 3 heures, 5 heures, 2 heures, une semaine. Et puis ça s'arrête quand il veut à la fin de chaque mois. Donc, c'est vraiment le type de prestation qui convient aux PME d'abord. Et puis, quand ça se passe bien, c'est un peu addictif parce que les experts comptables se disent, bon, c'est cool. En plus, il connaît le cabinet, il connaît le collab, il connaît les process du cabinet. Donc, je vais l'envoyer sur tous mes clients un peu boulets. Donc, ça, c'est sûr qu'on se fait bisuter en général quand on commence avec un cabinet. Il nous envoie sur tous les coups tordus, sur les clients qui ne sont jamais là. Et ça, c'est notre quotidien. Donc, on commence par ça. Donc là, on a les équipes de choc pour passer le cut, le premier cut. Et puis, quand la confiance s'installe, voilà, on est la force vive du cabinet pour tous leurs clients et parfois même pour eux. Parce que dans les équipes du cabinet, on a parfois aussi besoin d'administratifs, de gens en renfort sur de l'RH, de la paye, etc. Et donc, ils disposent d'une équipe pour gérer cette flexibilité dont le cabinet aussi a besoin. Voilà. D'accord. Merci Marc. On a dépassé un peu les horaires. Je n'ai pas pris de questions parce qu'il y en avait très peu. Il y en avait une pour toi, plus Arthur, en lien avec un autre outil. Mais je pense que quelqu'un de tes équipes pourra y répondre par la suite. Tu auras tous les éléments. Les gens restent, donc ça a l'air de les intéresser. Mais on ne va pas abuser du temps de chacun. Chacun va aller déjeuner. Merci beaucoup. Je peux juste rajouter un point parce que c'est en lien avec ce que disait Marc et ce qu'a dit Arthur. Je vous donne la parole pour le mot de la fin, Eric. Je vous donne la parole. Je ne me permettrai pas, mais juste, je crois que c'est très, très important de bien comprendre finalement ce que Marc, Arthur et puis moi disons. Le cœur du dispositif de l'évolution vers de nouvelles prestations passera, je répète, passera par la capacité à dégager du temps et dégager du temps utile à marge, à forte marge. Et ça veut dire que la nécessité de la mise en place d'une stratégie et de l'adaptation de cette stratégie avec les compétences et la connaissance du portefeuille client du cabinet va nécessiter de trouver des choix. Et il n'y aura pas un choix unique, ni de logiciel, ni de partenaire, ni d'intégration dans un réseau, d'intégration en tant qu'associé dans un cabinet autre, plus gros, etc. Il y a vraiment cette notion-là. Et deuxième point, c'est que pour tous les cabinets, et j'en ai vu pas mal, notamment en formation, pour tous les cabinets qui ont commencé par travailler sur la réduction du temps, alors quand je parle de réduction du temps, c'est du temps inutile, du temps non rentable, du temps redondant, eh bien, la réaffectation de ce temps sur justement une ou deux nouvelles missions, un objectif SMART, permet très très vite, quand les besoins sont là, de répondre aux attentes des clients. Et là, on a une boucle vertueuse qui permet aussi de prendre confiance en soi et d'avancer. Ok. Marc ou Arthur qui viennent nous quitter. J'ai dit qu'on n'allait pas abuser du temps de chacun. Il a estimé que là, je commençais à abuser. Peut-être Marc, un dernier mot pour terminer? Si tu avais un conseil à donner à
à nos amis experts comptables et puis toi, Eric. Allez-y, en une phrase. Moi, je pense qu'il faut essayer. En fait, aujourd'hui, dans un monde qui bouge, avec des défis techno, des défis humains, je pense qu'il faut faire des tests. Donc, tester la délégation de services telle que 3h18 peut l'apporter. Tester éventuellement de le faire en interne, trouver des façons de vous faire une idée. Et puis, va émerger rapidement ce avec quoi vous êtes le plus confortable. Mais si vous êtes confortable avec l'idée d'externaliser auprès d'un opérateur de confiance une partie de votre full service, de facturer ou de ne pas facturer, mais de toucher une commission, en tous les cas, sur tout ce qui sera vendu par 3h18 sur vos clients, c'est de la marge qui rentre directement dans le PNL du cabinet, sans avoir un investissement, sans piloter les opérations, sans piloter les recrutements, sans vous assurer que les gens sont formés, etc., etc. Donc, voilà, je pense qu'il faut tester et à un moment donné, vous ferez une opinion. Toi, Eric? En une phrase que j'aime beaucoup rappeler, l'avenir se construit aujourd'hui. Bon, très bien. Parfait comme mot de la fin. Je vous remercie pour votre présence, votre attention. Et puis, vous allez recevoir le replay ainsi que les coordonnées et un lien vers les solutions ou les coordonnées de chacun pour pouvoir poursuivre la conversation, voire tester leur service si vous le souhaitez. Bon appétit, merci et puis à bientôt pour d'autres webinars. Au revoir. Merci Stéphane, au revoir Eric, au revoir tout le monde.